Alors, bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez complexe. Les liens souvent un peu cachés entre la contrefaçon, le commerce illicite et puis le financement du terrorisme. On va s'appuyer sur pas mal de documents, des rapports de conférences comme celle de la Fondation Schuman à Bruxelles en 2018, des guides juridiques, des analyses économiques de l'OCDE sur la Suisse par exemple. Oui, très intéressant ce rapport. Des infos des autorités aussi, douane française, FedPol en Suisse, et même des enquêtes de terrain. Tout à fait. Notre but, c'est de décortiquer un peu comment tout ça fonctionne, l'ampleur que ça a, les risques bien sûr, économiques mais aussi sécuritaires, et puis voir ce qui est fait pour lutter contre. Oui. Parce que, petite info comme ça, le commerce de faux produits suisses, juste ça, c'était 7 milliards de francs suisses en 2018. C'est énorme. Oui, 2,3% de leurs exportations. Et on estime que jusqu'à 20% du commerce illicite mondial pourrait financer des groupes terroristes. Ça donne un peu le vertige quand même. Ah oui, absolument. C'est un phénomène vraiment tentaculaire qui connecte des choses qu'on n'imagine pas forcément liées, quoi. L'achat d'un petit truc pas cher sur Internet, le grand banditisme international, et puis derrière la menace terroriste. Après, il faut être précise. Prouver qu'un achat spécifique, là, ce faux sac, a financé directement tel attentat précis, ça c'est souvent mission impossible. D'accord. Par contre, ce qui est assez évident pour les enquêteurs, c'est la porosité des réseaux. Les groupes criminels qui gèrent ces trafics, ils sont interconnectés, l'argent circule facilement d'une activité à l'autre. D'accord. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. La contrefaçon elle-même, concrètement, ça recouvre quoi ? Alors, les sources comme Justifit le rappellent bien, il y a plusieurs formes. La plus connue, c'est la contrefaçon de marque. On imite un logo, un nom. Les sacs ? Les montres ? Voilà, exactement. Surtout le luxe parce que les marges sont énormes. Mais ça touche tous les secteurs. Puis, il y a la violation du droit d'auteur, copier des livres, de la musique, des films. Le piratage ? C'est ça. Et moins connu du grand public, la contrefaçon de brevets, de dessins et modèles. Là, on copie des innovations techniques. Et bien sûr, le piratage de logiciels. Faut rappeler que dans tous les cas, acheter ou vendre une copie en connaissance de cause, c'est un délit. Et l'impact économique, on l'a un peu dit, il est colossal. Pas juste pour les marques de luxe alors ? Ah non, loin de là. C'est vraiment toute l'économie qui est touchée. Déjà en 2013, le coût global était estimé à, tenez-vous bien, 800 milliards de dollars. 800 milliards ? C'est fou. C'est fou. Oui. Et si on prend juste la Suisse, l'OCDE a calculé 4,5 milliards de francs de ventes perdues en 2018. Surtout habillement, horlogerie. Et donc des emplois derrière ? Oui, conséquence directe. Plus de 10 000 emplois perdus, c'est 1,7% de l'emploi manufacturier suisse. Et pour les entreprises, c'est part de marché qui s'érode, image ternie, des coûts énormes pour se protéger. Sans parler des États qui perdent des taxes. Exactement, évasion fiscale massive. Et puis, il y a le consommateur qui est trompé, parfois même mis en danger. On estime que 5% des produits importés dans l'UE seraient des faux. 5%. C'est énorme. Ces chiffres donnent le tournis. Mais au-delà de l'économie, il y a ce lien plus sombre. Comment l'argent de la contrefaçon arrive à financer le terrorisme ? Comment ça marche ? Alors, les canaux sont multiples, d'après ce qui ressortait de la conférence Schuman. Parfois, c'est assez direct, des dons détournés via des ONG qui servent d'écran. D'accord. Souvent, c'est du blanchissement d'argent qui vient d'autres crimes. Et la contrebande, c'est un vecteur clé. Le tabac, par exemple. Vous saviez qu'en Tunisie, ça représenterait 1/3 de la consommation et 10% au niveau mondial ? 1/3 ? C'est gigantesque ! Oui, mais ça peut être aussi des œuvres d'art, etc. Et puis, il y a toute l'évasion fiscale générée. Une tendance importante notée, c'est le passage d'un financement très centralisé, comme au début d'Al-Qaïda, vers ce qu'on appelle le microfinancement. C'est plus la stratégie de Daesh, par exemple. Microfinancement, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'ils n'ont plus forcément besoin de millions pour frapper. Des opérations low cost, si on peut dire, peuvent être financées par des activités criminelles plus modestes, comme la vente de contrefaçon, justement, ou même de la petite délinquance. Et donc c'est plus difficile à repérer, j'imagine ? Beaucoup plus. C'est plus diffus.
moins de grosses sommes qui transitent. Et ça complique le travail des services de renseignement financier, surtout que, faut le dire, la coopération judiciaire internationale pour suivre ces flux, elle est souvent décrite comme très insuffisante. Voire quasi inexistante selon certains à la conférence Schuman. Oui, c'est ça. Et si on ajoutait ça, les crypto-monnaies, qui peuvent ajouter de l'opacité, ça devient un vrai casse-tête. Et le crime organisé classique là-dedans, il joue quel rôle? Il est central? Ah oui, indéniablement. Les analyses, comme celle du Syracuse Institute ou celle discutée à Bruxelles, elles montrent des liens très forts entre groupes terroristes type Al-Qaïda ou Daesh et la criminalité organisée. Mais aussi, et c'est important, la petite délinquance. Comment ça? On voit beaucoup de recrutements de combattants qui ont un passé de petits délinquants. Et le crime organisé, il est parfois vu comme le moteur principal du commerce illégal. Ce qui est frappant, c'est que ce sont souvent les mêmes routes, les mêmes réseaux logistiques qui servent pour tout. Trafic d'armes, traite d'êtres humains, drogue. Et contrefaçon. Attendez, ça veut dire qu'un même camion, un même conteneur pourrait transporter des faux t-shirts un jour et des armes le lendemain. Ou disons que les réseaux qui organisent ça sont souvent les mêmes, ou en tout cas interconnectés. Ils mutualisent les infrastructures, les contacts, les méthodes, pour maximiser les profits et minimiser les risques. C'est une économie souterraine très intégrée en fait. Un conseiller fédéral suisse le disait déjà en 2007, l'argent de la contrefaçon peut très bien servir à financer d'autres crimes, y compris terroristes. C'est fascinant et assez glaçant en même temps. Alors comment ça se passe au quotidien? Surtout avec Internet qui a dû tout changer, j'imagine. Ah oui, Internet, c'est clairement devenu la vitrine numéro 1. On estime que 70% des contrefaçons seraient vendues en ligne. C'est ce que disent le CNAC en France ou FedPol en Suisse. Et pour l'acheteur, quels sont les risques, à part recevoir un mauvais produit? Ils sont nombreux et souvent sous-estimés. D'abord, le vol de données bancaires ou personnelles. Ensuite, on peut télécharger sans le savoir des virus, des malwares. On risque aussi de financer involontairement des activités criminelles, voire pire. Et puis, bien sûr, il y a le produit lui-même. Au mieux, il est de mauvaise qualité. Au pire, il est dangereux. Des cosmétiques avec des produits toxiques, des jouets qui ne respectent aucune norme de sécurité, des pièces auto défectueuses, des chargeurs de téléphone qui prennent feu. Bon, et comment on peut essayer d'éviter ces pièges alors? Quelques réflexes simples. Oui, il y a des signes qui doivent alerter. Un site web qui a l'air un peu bricolé, avec plein de fautes d'orthographe, pas de mention légale claire, pas d'adresse, pas de numéro de société. L'URL aussi parfois? Et exactement. Une adresse web bizarre du genre supermarktop-pas-cher.net, faut se méfier. Et surtout le prix. Si une offre semble vraiment trop belle pour être vraie, c'est souvent le cas. La bonne affaire qui cache une arnaque. C'est ça. Et méfiance aussi si le site n'accepte que des modes de paiement un peu directs, genre Western Union sans protection pour l'acheteur. Un petit tour sur des forums pour voir la réputation du vendeur, ça peut aider aussi. D'accord. Et derrière ces sites, comment ils font pour acheminer la marchandise? Alors là aussi, ils sont devenus très, très malins. Fini l'image du gros container plein de faux sacs interceptés au port. Ça arrive encore, mais la tendance, c'est autre chose. C'est-à-dire? Comme l'ont montré des enquêtes, par exemple à Paris, sur les cosmétiques, ou le rapport suisse de l'OCDE, ils utilisent massivement les petits envois postaux, des milliers et des milliers de petits paquets. Ah oui, plus difficile à contrôler pour les douanes, j'imagine. Exactement. Un contrôle massif du fret, c'est une chose. Contrôler des millions de petits colis, c'est beaucoup plus compliqué. Ils utilisent aussi des particuliers, qu'on appelle des nourrices, qui servent juste de boîte aux lettres pour recevoir les colis. Et parfois, l'assemblage final, l'emballage, ça se fait clandestinement directement dans le pays d'arrivée. Une espèce de stratégie de la fourmi, quoi, pour passer sous les radars. C'est tout à fait ça. Et ça se voit dans les chiffres des saisies. Le rapport au CDS suisse, il dit que presque 70% des saisies douanières contiennent un seul article. Un seul. Oui. Et 84% en contiennent moins de 6. On est très loin de l'image du touriste avec sa valise pleine de faux t-shirts. C'est une menace beaucoup plus diffuse, beaucoup plus fragmentée. Ce qui doit rendre la lutte incroyablement compliquée. Quels sont les plus gros obstacles pour les autorités? Là, ça devient vraiment intéressant. Oui, les défis sont énormes. Plusieurs points ressortent des analyses, notamment à la conférence Schuman. Le premier, c'est la difficulté de la preuve. Prouver formellement le lien direct entre ce trafic précis de contrefaçon et ce financement terroriste particulier, c'est juridiquement très compliqué. Il manque le pistolet fumant, en quelque sorte. C'est un peu ça. Ensuite, il y a le partage de renseignements. Ça coince souvent. Entre les différents services d'un même pays, police, douane, renseignements financiers, justice, ils ne se parlent pas toujours assez.
Ça coince entre le public et le privé aussi. Et surtout au niveau international. La coopération judiciaire entre pays est souvent jugée très très faible. Ajoutez à ça, comme on disait, la montée des paiements opaques, type crypto-monnaie, et puis parfois un constat un peu démoralisant. La contrefaçon, ça peut être vu comme moins grave, moins prioritaire que d'autres formes de criminalité par les politiques. Du coup, certaines plaintes sont classées sans suite. Et un point qui semble vraiment crucial dans ces analyses, c'est le rôle de la petite délinquance. On pourrait avoir tendance à la négliger, non? Ah oui, c'est fondamental et c'était très bien souligné à Bruxelles. Quand on regarde le parcours de beaucoup d'auteurs d'attentats récents en Europe, Paris, Bruxelles, les frères Kouachi, Koulibaly, ils venaient souvent de la petite délinquance de quartier avant de basculer. Ils n'étaient pas forcément des grands noms du crime organisé au départ. Non, pas du tout. On estime même que 99% des actes terroristes sont commis par de petits groupes locaux. Du coup, le microfinancement dont on parlait, qui vient de cette criminalité de base, petit trafic, vol, arnaque, devient vital pour eux. Il faut donc arrêter de voir les choses en silos séparés. Exactement. Il faut sortir de la classification des concepts, comme disait un intervenant. Arrêter de séparer terrorisme d'un côté, grand crime organisé de l'autre, et petite délinquance encore ailleurs. Les forces de l'ordre doivent avoir une vision globale, s'intéresser aux interactions entre ces trois niveaux. Parce que c'est souvent le crime organisé qui va fournir la logistique, les armes, les faux papiers à ces petits groupes terroristes issus de la délinquance locale. C'est une dynamique complexe. Et d'où viennent principalement ces produits qui inondent les marchés? Est-ce que c'est toujours la Chine, comme on l'entend souvent? Alors oui, les données de l'OCDE et celles discutées à la conférence Schuman sont assez claires là-dessus. La Chine continentale et Hong Kong, Chine, restent la source massive archi-dominante pour la plupart des produits contrefaits. D'accord. Mais attention, ce n'est pas tout. Il y a des pays qui jouent un rôle de plus en plus important comme plaque tournante, comme hubs de transit. Les marchandises y arrivent, sont parfois reconditionnées, réétiquetées, puis réexpédiées vers leur destination finale. Quel pays, par exemple? On parle beaucoup de la Turquie, des Émirats arabes unis, de Singapour, mais aussi du Maroc, du Koweït, de la Grèce. Ça dépend des produits. Pour les fausses montres suisses, par exemple, la production est surtout en Chine et à Hong Kong, mais la Turquie et Singapour sont des points de transit majeurs. Pour les faux médicaments, la Chine et l'Inde sont les principaux pays producteurs identifiés. Et j'imagine que la situation varie aussi beaucoup selon les régions du monde. Ah oui, bien sûr. Le contexte local, c'est déterminant. Prenez la Tunisie, par exemple. L'instabilité qui a suivi la révolution a créé un terrain favorable pour les réseaux illicites. On parle d'importation parallèle massive et cette énorme contrebande de tabac dont on a parlé. Et en Afrique subsaharienne? Là, les défis sont souvent liés à la faiblesse de certains appareils d'État, à la porosité réelle ou supposée de certaines frontières, même si ce concept est parfois discuté localement. Les zones de conflit ou post-conflit sont évidemment des terreaux fertiles pour tous les trafics. Diamants, pierres précieuses, armes au Sahel, en RDC. La corruption peut être un problème énorme, avec des trafiquants qui finissent par devenir des notables, qui financent même des élections. Et les gouvernements manquent d'outils. Souvent, oui. Manque de moyens, manque d'outils d'enquête modernes, mais il y a des initiatives qui essayent d'aider, comme le programme WAPIS, soutenu par Interpol et l'UE, qui vise à améliorer le partage d'informations policières entre les pays d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Face à tout ça, qu'est-ce qui est fait concrètement pour essayer de contrer ces phénomènes au niveau européen, international ou même national? La riposte s'organise, mais c'est compliqué. Au niveau de l'Union européenne, il y a plusieurs axes. Le gel d'avoirs suspects, bien sûr, on essaye d'améliorer la transparence financière. Il y a des projets pilotes pour créer des cellules d'infos criminelles. La coopération avec Europol est renforcée. Et ce projet de TFTS européen? Oui, c'est important. C'est un projet pour créer un système européen de suivi des financements du terrorisme, pour essayer de mieux maîtriser ces flux financiers qui sont souvent transnationaux. L'autorité bancaire européenne, l'EBA, a aussi publié des lignes directrices pour que les banques soient plus vigilantes. Et il y a un plan d'action des douanes de l'UE spécifiquement pour mieux contrôler les droits de propriété intellectuelle. Et des pays comme la Suisse ou la France, ils ont leurs propres outils. Oui, bien sûr. La Suisse a sa loi contre le blanchiment d'argent, la LBA, avec un bureau central, le MROS, qui reçoit les déclarations de soupçons. Elle a ratifié les grandes conventions internationales. Et puis, plus récemment, il y a cette loi sur les mesures policières préventives, la MPT. C'est quoi exactement? Ça donne à FEDPOL, la police fédérale, des moyens d'agir avant qu'un acte ne soit commis.
contre des personnes jugées menaçantes. Ça peut aller de l'obligation de se présenter régulièrement, à des interdictions de contact ou de périmètre, voire à l'assignation à résidence. Mais attention, c'est sous contrôle d'un tribunal. D'accord. Et les douanes françaises, on imagine qu'elles sont en première ligne sur ce sujet, hein? Ah oui, tout à fait. Elles ont des pouvoirs assez étendus pour contrôler les marchandises partout, à l'importation, à l'exportation, en circulation sur le territoire, et même après le dédouanement lors de contrôles a posteriori. Elles ont des équipes dédiées? Oui, des services spécialisés pour cibler le fret à risque, des brigades sur les routes, des équipes pour le contrôle postal et le fret express, très important avec le e-commerce. Il y a même une cyberdouane pour surveiller Internet, et des services de renseignement et d'enquête. Elles peuvent retenir, saisir la marchandise, faire des visites, des livraisons surveillées, des perquisitions. Et elles travaillent avec d'autres organismes? La coopération est essentielle. Au niveau national, avec la police, la gendarmerie, la DGCCRF pour la protection des consommateurs. Au niveau européen et international, bien sûr. Et aussi, un point important, en partenariat avec les entreprises qui sont victimes de contrefaçon, via des organismes comme le Comité national anti-contrefaçon, CNAC, ou l'UNIFAB. Elle mène aussi des campagnes de sensibilisation. Et ça donne des résultats? Oui, les chiffres sont en hausse. En 2022, les douanes françaises ont saisi plus de 11,5 millions d'articles contrefaits. C'est une augmentation de 27% par rapport à 2021. Donc, oui, l'action paie, mais le phénomène est tellement vaste. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment cette nécessité d'une approche globale et d'une coopération renforcée, non? C'est exactement ça. C'est le maître mot qui revient partout. Coopération indispensable. Entre les services d'un même pays, justice, police, renseignement, douane, entre les États, évidemment, et de plus en plus crucial, entre le secteur public et le secteur privé. Y compris les géants du net. Oui, y compris les plateformes en ligne, les GAFA comme on dit. Leur collaboration est nécessaire pour repérer et retirer les annonces de produits contrefaits, pour échanger des informations sur les vendeurs, tout en respectant bien sûr le cadre légal sur la protection des données. Le renseignement financier est aussi clé, pas juste pour tracer l'argent après coup, mais pour analyser les comportements financiers et essayer de détecter des signaux faibles, des capteurs qui pourraient anticiper un passage à l'acte. On parle aussi de lutte en amont? Oui, contre le financement de l'idéologie, de la radicalisation. C'est un peu le nerf de la guerre asymétrique. Et puis n'oublions pas la base, protéger sa propriété intellectuelle. Déposer des brevets, des marques, c'est la première ligne de défense. Et si on est victime, utiliser la justice, faire une action en contrefaçon. Les avocats spécialisés ont un rôle important à jouer. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, la première chose qu'on peut retenir, c'est que la contrefaçon, franchement, c'est loin, très loin d'être une infraction mineure ou sans victime. Ah, ça c'est sûr. C'est un marché mondial gigantesque qui fait énormément de tort aux entreprises, aux emplois, aux finances des États et surtout aux consommateurs, via des produits qui peuvent être dangereux ou par le vol de données. Et le plus inquiétant, c'est qu'une partie de ces profits énormes alimente le crime organisé et peut, directement ou indirectement, financer le terrorisme. Souvent via des réseaux très complexes et avec ce rôle important du microfinancement lié à la petite délinquance. Oui, et la lutte est un combat permanent, parce que ces réseaux criminels sont extrêmement adaptatifs, ils savent parfaitement exploiter les failles de la mondialisation, notamment le e-commerce, et cette technique des petits envois postaux pour rester discret. Donc la coopération internationale, les partenariats publics-privés, c'est essentiel. Indispensable. Mais il y a aussi la vigilance de chacun d'entre nous. Se méfier des offres qui sont vraiment trop belles pour être vraies. Vérifier un minimum le vendeur avant de cliquer sur acheter. Ça reste une première ligne de défense importante. Il faut vraiment avoir conscience des risques pour sa santé, pour sa sécurité, les médicaments sans principe actif ou carrément toxiques, les jouets pas aux normes pour les enfants, les cosmétiques qui provoquent des allergies ou des brûlures, les pièces détachées automobiles défectueuses, les appareils électriques qui peuvent prendre feu. La liste est malheureusement très longue. Et pour conclure, une pensée un peu glaçante qui avait été soulevée lors de la conférence de 2018. Et si on devait considérer la contrefaçon, non seulement comme un moyen de financer le terrorisme, mais peut-être aussi potentiellement comme un moyen de commettre des actes terroristes. Ah oui, c'est une perspective troublante. Imaginez des pièces d'avion critiques qui seraient contrefaites et installées, des médicaments vitaux falsifiés qui ne fonctionnent pas ou qui sont dangereux, des produits chimiques dangereux vendus sous une fausse étiquette pour tromper la vigilance. Au-delà de l'argent généré,
Est-ce que le produit contrefait lui-même, par sa dangerosité ou parce qu'il pourrait être modifié, pourrait devenir une arme directe? C'est une question ouverte, effectivement. Oui, une question ouverte qui montre bien la gravité et les multiples facettes de ce fléau, et qui nous rappelle que la vigilance doit être constante, à tous les niveaux.